Alors, nous allons aborder la deuxième table ronde sur le tissu économique et sur la qualité des soins. C'est une réflexion qui va émaner de toutes les professions réglementées, des kinés aux pharmaciens, des chirurgiens dentistes aux médecins, des sages-femmes aux pédicures, avec les obligations, les devoirs que les présidents des ordres s'emploient à faire respecter à chaque fois et sur le terrain, être plus efficace pour les soins de demain, ça c'est évidemment l'exigence, la démographie médicale dont on parlera tout à l'heure vous enjoint aussi de le faire, avec donc au niveau régional, en Ile-de-France plus précisément, ce problème du tissu économique, ce problème de la qualité des soins. Et on est impatient d'entendre la vision sur un terrain extrêmement large et dense, mais la réflexion sera circonscrite de la part de M. Christian Babuzio sur le sujet, président de Chambre honoraire à la Cour des comptes, qui nous rejoint à la tribune, monsieur. Eh bien, merci beaucoup et merci au CLIOR et aux ordres régionaux de m'avoir invité à ouvrir la table ronde de cet après-midi. Bien entendu, je mesure au fond la difficulté de mon sujet, d'abord parce qu'il est immense, ensuite parce que vous le connaissez aussi bien ou mieux que moi, et puis je mesure aussi la diversité des professions que vous représentez, la diversité des départements de la région, parce que certainement entre le Val d'Oise, la Seine-et-Marne, Paris ou l'Essonne, tout ça est extraordinairement différent, notamment en tissu économique et social, qui est le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est difficile à saisir. En même temps, je veux vous dire d'emblée que ces sujets de déontologie qui sont au cœur de vos missions, je les ressens particulièrement, parce que je fais de la déontologie à ma manière. Je préside le collège de déontologie des juridictions financières, la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes. Alors évidemment, c'est un domaine totalement différent du vôtre. Mais ces préoccupations déontologiques me tiennent à cœur et à la vérité, je les crois extraordinairement importants pour l'avenir de vos professions. Alors, je vais essayer d'évoquer rapidement dans une petite fresque d'abord l'importance du rôle des ordres de manière générale et dans ces domaines. Dans une deuxième partie, l'importance du niveau régional, importance qui, à mon sens, va croissant, mais va aller encore croissant. Et puis, dans une troisième partie, de citer rapidement un certain nombre de grandes évolutions économiques, sociales, démographiques, qui constituent une toile importante, je pense, pour l'avenir. Alors, d'abord, sur l'importance des ordres, je dirais que je n'en parle pas simplement parce que je suis aujourd'hui devant vous et pour des raisons de pure circonstance. Mais il y a un certain nombre de choses qui me frappent. D'abord, l'état actuel de l'univers de la santé et de l'organisation, je dirais, de sa gouvernance. Parce qu'on voit à la fois des institutions extraordinairement nombreuses, c'est vrai, on parle parfois de millefeuille territorial, nous avons parlé, nous, Cour des comptes, de millefeuille territorial, vous le savez, mais en réalité, en matière de profession de santé, d'organisation, de représentation, je dirais, il y a aussi un espèce de millefeuille, bon, si on veut être à la fois clair et direct, et pour faire comprendre. Mais en même temps, il y a une espèce de pénurie ou de dysfonctionnement. Alors prenons le cas le plus majeur dans les circonstances d'aujourd'hui, certainement, qui sont les négociations conventionnelles. Bon, on voit bien que ces négociations conventionnelles entre les syndicats professionnels et l'assurance maladie et l'État ont bien sûr leur mérite. On voit bien aussi que quel que soit le rôle irremplaçable des organisations syndicales et de l'assurance maladie, je dirais, il manque quelque chose. Parce que dans ces négociations, et on le voit y compris ces jours-ci, au fond, il y a la préoccupation tarifaire qui est bien entendu principale et qui écrase un peu le paysage de la négociation. Et justement, il manque d'autres éléments. Hein, et notamment, inévitablement, les éléments d'organisation des soins, de pratique des professions passent au second plan dans ce cadre-là. Hein.
Et, on a une espèce de dérive des pratiques et des instruments législatifs, réglementaires, conventionnels vers une espèce de superposition d'obligations, je dirais, de paperasserie, qui apparemment font illusion, mais qui n'irriguent pas nécessairement la pratique professionnelle. Donc il manque quelque chose. Et puis, il y a la grande question de la responsabilité. C'est-à-dire que dans l'univers de la santé, mais à la vérité dans tous les univers où il y a la présence des pouvoirs publics aujourd'hui, l'un des problèmes centraux, à mon avis, c'est le problème de la responsabilité. C'est-à-dire que tel qu'on a bâti les systèmes, ça ne peut pas marcher, parce qu'on a tué, avec les meilleures intentions du monde, les endroits de responsabilité, et notamment d'organisation de responsabilité des acteurs. Alors, il y a la loi de financement de la sécurité sociale, on a donné la responsabilité au Parlement. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on voit la teneur des débats, quand on voit la teneur des amendements? Je veux dire, les parlementaires eux-mêmes, y compris dans cette maison, seraient d'accord pour souligner que tout ça est quand même extraordinairement ténu. En réalité, on voit comment financer le déficit. C'est quasiment ça dans ces lois de financement. Donc il manque quelque chose, et quand on voit, par exemple, ce qui se passe chez nos voisins allemands, bien sûr je ne vais pas les idéaliser, mais là, les professions, y compris le corps médical, sont en situation de responsabilité au niveau de chaque land, de chaque grande région, puisque, en gros, les entités médicales au plan de chaque land, eh bien, ils se voient donner une enveloppe qu'ils répartissent, et en responsabilité d'équilibrer et de répartir cette enveloppe, y compris d'organiser la permanence des soins, d'éviter qu'il y ait des déserts dans telle ou telle profession. Donc il y a là-bas des lieux de responsabilité. De même que sur d'autres politiques publiques, on ne sait pas très bien qui est responsable entre la commune, le département, la région, l'État, tout ça s'intercroise. C'est un maquis à tuer la responsabilité. Et tout le monde le dit, mais pour l'instant, c'est ce qui existe. Et donc, il faut des lieux, des vecteurs de responsabilité. Et je pense que les ordres, eh bien, ils sont justement un lieu potentiel de prise en charge par les professions elles-mêmes, d'une part, de ce qui peut leur advenir et de ce qu'ils sont, de leur image aussi, et tout ce qu'ils sont par nature, les ordres, doit, me semble-t-il, amener à considérer avec beaucoup d'attention ces organismes avec des missions d'intérêt public, les ordres, et le caractère potentiellement transversal de leur action à travers une organisation telle que le CLIOR. Donc, je crois pour cela au rôle potentiel des ordres. Je crois qu'il faut partout restituer des lieux de responsabilité dans la santé et ailleurs, dans toutes les politiques publiques. Et je pense que c'est bien à cela qu'aspirent aussi bien les professionnels que les citoyens. Et bien sûr aussi, les problèmes de déontologie qui sont le cœur historique de votre métier, je dirais, d'ordre, dans toutes vos professions, cet aspect-là est absolument fondamental parce que on voit bien aussi qu'il suffit qu'il y ait un ou deux mauvais praticiens, comme ça existe dans tout métier, mais l'impact médiatique devient tel, dès qu'il y a un problème sur même un nombre restreint de professionnels, que ça rejaillit sur l'ensemble de la profession et que ça crée un malaise entre les patients, les Français et les professionnels de santé. Donc, il y a une importance évidemment particulière de la déontologie dans vos professions parce que la relation entre le patient et le professionnel de santé, par définition, ça doit être une profession de confiance. Ce n'est pas comme dans un certain nombre de professions dont chacun sait bien qu'il faut se méfier. Là, nécessairement, le patient qui est un peu en état de faiblesse, eh bien, la relation doit être fondée sur la confiance. Et donc, dès lors qu'il y a rupture de cette confiance, l'écho est évidemment considérable. Donc, voilà le premier point que je tenais à affirmer, c'est l'importance
du rôle des ordres pour l'image des professions, c'est une évidence, et pour le bon fonctionnement global du système de santé. Alors ensuite, il y a le niveau régional que je voulais évoquer parce que les lois successives, et notamment la loi HPST de 2010, ont affirmé l'importance de l'organisation régionale, avec bien sûr notamment la création des ARS, celle des URPS, mais aussi l'affirmation du rôle des ordres régionaux comme un espèce de relais fondamental entre les institutions départementales et les ordres nationaux. Et puis avec un rôle de coordination, bien sûr, qui est important. Alors, c'est cette organisation, ce développement de la région, il est évidemment un élément fondamental du décor en matière de santé, et les grandes régions, le regroupement, alors ça ne joue pas pour l'Île-de-France, je sais bien, mais je dirais l'image globale des régions et de ce qui se passe en région, même, dans les régions de province, rétroagit inévitablement sur ce qui peut se passer en région parisienne. Et donc, les grandes régions sont certainement une chance, parce que c'est vrai qu'un certain nombre d'ordres départementaux, régionaux, dans certaines professions au moins, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer, ont parfois du mal à vivre, avaient du mal à vivre, enfin, à reconstituer un vivier de volontaires pour ces fonctions. Et puis aussi, toute l'évolution de la santé, de l'organisation hospitalière et de la vie sociale, tout fait que c'est bien au niveau des grandes régions que les choses peuvent plus réellement se nouer, et qu'avec ce nombre plus restreint de régions, les pouvoirs publics, notamment, auront des interlocuteurs potentiellement plus qualifiés, ayant, je dirais, dépassé un seuil de significativité. Je mesure que dans la région Île-de-France, ce n'est pas totalement le cas, mais ça joue au plan général. Et donc, la région sera un nœud essentiel, encore plus que par le passé, avec, je dirais, deux devenirs possibles, à mon sens, mais qui aboutissent à la même conclusion. Premier devenir possible, c'est celui dans la voie duquel on est engagé en réalité, et notamment ces toutes dernières années, c'est-à-dire la voie d'une étatisation croissante de la santé, où au fond les ARS rempliraient dans l'avenir un rôle de plus en plus majeur. Et il est clair que c'est, pour beaucoup d'esprits, pour beaucoup de commentateurs, beaucoup de responsables, je dirais, du ministère, c'est une évolution qui leur apparaît souhaitable, qu'ils le disent ou pas, mais enfin c'est un peu ce à quoi l'on assiste chaque jour. Alors il y a un autre devenir possible, cependant, qui est notamment le rôle des conseils régionaux. C'est-à-dire qu'il y a dans un certain nombre de régions des conseils régionaux qui souhaiteraient s'occuper de santé. C'est apparu d'ailleurs dans les débats sur les lois de régionalisation. Alors là, ça serait un schéma politiquement différent, bien entendu, avec des élus plus proches des citoyens et qui seraient davantage qu'aujourd'hui en responsabilité, où aujourd'hui la région n'intervient guère. Alors, quel sera lequel des deux avenirs, hein? Je dirais le modèle étatiste, c'est celui de la Grande-Bretagne, le modèle plus politique et d'alliance en réalité entre les régions et les professions, c'est celui de l'Allemagne. Alors, lequel de ces modèles l'emportera, personnellement, je ne le sais pas. Mais la conclusion est la même, c'est que de toute façon, le niveau régional est voué à prendre de l'importance. Et que donc il faut que les différentes organisations du système de santé prennent toute la mesure de cette régionalisation qui va aller s'accroissant. Et ça vaut évidemment pour les ordres. Donc il faut se situer bien sûr aujourd'hui, dans la réalité d'aujourd'hui, mais aussi dans les évolutions potentielles au fur et à mesure des prochaines années. Et c'est cette dimension-là nouvelle qu'il faut que les ordres régionaux puissent acquérir
pour, je dirais, pouvoir être en situation la meilleure possible, en position la plus favorable pour le devenir des institutions régionales. Alors, y compris d'ailleurs sur le sujet, peut-être savez-vous que j'ai 9 ans présidé l'Institut des données de santé, je me suis beaucoup passionné pour la constitution de bases de données publiques en matière de santé, c'est évidemment fondamental, et pour l'ouverture. Par exemple, personnellement, je pense que les professions de santé, que ce soit les syndicats médicaux, que ce soit les ordres, devraient accéder aux bases publiques parce qu'ils ont une responsabilité, que c'est l'intérêt général. Et puis que les professionnels de santé eux-mêmes devraient avoir le retour légitime de l'activité qui est la leur. Voilà. Alors, ce que j'ai aujourd'hui abandonné cette responsabilité, à vrai dire, les évolutions actuelles m'inquiétaient un peu, donc je n'étais pas très demandeur de poursuivre cette mission. Il y a des moments où il vaut mieux s'en aller que de rester. Mais je dirais qu'il faut que les professionnels de santé n'abandonnent pas ce combat, qui est un combat légitime, qui vaut aussi d'ailleurs pour les fédérations hospitalières. Hein. Mais il faut clairement, fortement demander cet accès aux données, parce que pour pouvoir jouer votre rôle, si vous voulez surveiller la répartition des professionnels sur le territoire, comparer entre départements, comparer des pratiques, repérer des pratiques anormales, il est normal que vous ayez accès à ces données qui existent désormais. Bon. Donc c'est dommage qu'il y ait une espèce de trésor caché auquel les principaux intéressés n'ont pas vraiment accès. Donc, alors, ça nécessite sans doute de se mettre ensemble, parce que ça nécessite un peu de technicité, mais il ne faut pas exagérer, si vous voulez, dès lors que, je dirais, 2 personnes sont formées à l'accès au SNIRAM, la grande base de l'assurance maladie, c'est possible. Donc, et je pense qu'au niveau de la dimension des grandes régions, c'est vraisemblablement possible pour les professions de santé. Alors, ce que je voudrais également parcourir devant vous très rapidement, c'est quelques grandes évolutions de l'économie et de la société qui, à mon avis, vont infléchir, et y compris dans cette région, le panorama, puisque vous n'êtes pas, et vous le savez bien, indépendant du contexte économique et social où se situent vos métiers. Alors, d'abord, d'un point de vue, je dirais, j'en citerai 6 et en le regroupant 2 par 2 pour simplifier l'exposé. D'abord, il y a 2 évolutions démographiques, me semble-t-il, qui sont, un, le vieillissement de la société, qui est une évidence, mais qui va entraîner un certain nombre de basculements démographiques, y compris à l'intérieur des professions de santé, et qui va accroître le besoin de services. Et que ce soit en matière de pharmacie, que ce soit bien sûr les infirmières et les masseurs, il va y avoir, ce n'est pas seulement un besoin quantitatif, c'est un besoin qualitatif de prise en charge d'un certain nombre de services dans l'adaptation des professions. Et par tous les rôles qu'ils jouent, je pense que les ordres peuvent y participer. Et puis, alors, il y a une seconde tendance démographique qui est la métropolisation. Quand on voit, c'est un phénomène totalement majeur et déterminant des dernières années, c'est l'accélération en France de la métropolisation. Donc, une énorme métropole dans un certain nombre de régions, avec en grappe des villes moyennes qui s'y rattachent, et puis des interstices qui deviennent à peu près vides. Et la métropolisation est cumulative, puisque tout ce qui est les, entre guillemets, élites, enfin, ou les gens qui sont soucieux d'éduquer les enfants, de loisirs aussi, eh bien, se regroupent de plus en plus en laissant se vider les interstices. Alors que le besoin social, il est aussi dans les interstices. Et donc, il faudra encore plus dans les prochaines années veiller, d'autant que certaines de vos professions vont connaître beaucoup de départs à la retraite dans les prochaines années, y compris, je crois, les pharmaciens à horizon de 4, 5, 6 ans. Et donc, bien, il faut le préparer, parce que sinon, les professions ne répondront plus à l'attente des patients. Et je dirais, il pourrait y avoir une espèce de tendance, d'ailleurs, à la fonctionnalisation des gens pour assurer la présence sur le territoire, alors que, personnellement, je crois fondamentalement à l'exercice libéral
des professions de santé en ville. Ce qui n'exclut pas, bien sûr, l'évolution de cette forme libérale. Mais donc, voilà deux évolutions démographiques fondamentales. Alors, ensuite, il y a deux évolutions tenant, je dirais, à la qualité des prestations des professions de santé. La première, c'est l'aspiration fondamentale à, je dirais, quasiment au risque zéro, c'est-à-dire à l'absence de danger. Et ça, c'est une évolution dans toutes les sociétés développées. On peut considérer que c'est excessif, parfois caricatural. Bon, n'empêche que c'est comme ça. N'empêche que c'est comme ça. Donc il faut vivre avec. Et évidemment, eh bien, les ordres, par leur action de surveillance de la déontologie et de la qualité, ont un rôle fondamental à jouer. Et puis, une seconde évolution sociale, mais qui rejoint celle-là, c'est la société Internet. C'est-à-dire que de plus en plus, les citoyens échangent entre eux sur les pratiques des professions de santé. On voit bien que se développe pour les médecins une notation des médecins. Enfin, il suffit d'aller sur Google ou sur Yahoo et on trouve à la fois toute l'adresse des médecins, mais aussi l'opinion classée d'un certain nombre de leurs patients sur tel ou tel médecin. Alors ça aussi, on peut se dire, ça peut conduire à des excès, c'est très contestable. N'empêche que ça existe. Et donc, les deux mouvements, l'aspiration à un risque le plus faible possible ou quasi nul et la société d'Internet, va être une contrainte. Et par rapport à ça, je dirais, il ne faut pas que les ordres, j'ai l'habitude de dire la vérité aux ordres qui sont mes amis, aux professions de santé qui sont mes amis, je dirais, il faut que vous alliez de l'avant. Parce que si les ordres donnaient uniquement l'impression de couvrir des pratiques, de défendre des pratiques professionnelles pas toujours parfaites, bon, à ce moment-là, c'est un peu comme, c'est le principe de la cocotte minute. Si vous ne lâchez pas un peu de vapeur, si vous n'êtes pas réaliste devant une pression qui monte, eh bien, il risque de se produire un incident. Et donc, il faut que les ordres soient vraiment un vecteur, un porteur de la qualité des soins, plutôt que de laisser se développer des formes, je dirais, un peu anarchiques d'appréciation des pratiques professionnelles. Donc voilà deux évolutions, je dirais, de la société. Alors il y a l'évolution des professions, enfin. Et là, je citerai à nouveau deux éléments. La première, c'est la place des professionnels libéraux, parce qu'on vit un espèce de paradoxe total, c'est-à-dire que d'une part, ceux qui étaient des salariés rêvent de s'établir auto-entrepreneurs, avec un développement fantastique de l'auto-entrepreneuriat. Ça vient du chômage, mais ça vient aussi de tout un tas de mouvements très profonds. Et puis en revanche, dans vos professions qui étaient jusque-là libérales, donc individualistes, auto-entrepreneuriales en quelque sorte, eh bien il y a une tendance croissante à préférer l'activité salariée. Donc il y a et alors même que le développement de l'auto-entrepreneuriat partout montre bien que, je dirais, le libéral, c'est possible. Simplement, ce qu'il faut, c'est créer des conditions pour que le libéral ne soit pas vécu comme insupportable par les professionnels ou par les jeunes qui sont en formation. Il faut créer un cadre attractif, dynamique, favorable. Ça dépend bien sûr des pouvoirs publics, en premier chef, mais je dirais les ordres et les organisations professionnelles de manière générale peuvent y avoir un rôle, c'est-à-dire en donnant une image attractive de la profession et qui incite un certain nombre de jeunes à s'établir malgré toutes les contraintes extrêmes de vos métiers. Alors, le deuxième constat sur l'exercice professionnel, c'est la globalisation ou l'européanisation. Parce qu'on voit bien que, volens-nolens, la part des nouveaux professionnels qui s'installent en libéral, dans beaucoup de vos professions, y compris les dentistes, les masseurs kinés, etc., les pharmaciens d'officine aussi même, je crois, désormais, viennent en grande partie de l'étranger, soit de nationalité étrangère, soit qu'ils aient acquis un diplôme à l'étranger. Alors on voit bien que, je dirais, excusez là aussi mon langage un peu carré, je ne méconnais pas que je peux vous être suspect d'avoir été très longuement directeur général de la concurrence
de la consommation et de la répression des fraudes. Mais je crois que vouloir éviter toute concurrence dans l'univers actuel, c'est un leurre. Il ne faut pas poursuivre une chimère. Quand certains ont voulu faire, y compris dans l'État ou dans l'assurance maladie, des numerus clausus extrêmement verrouillés, qu'est-ce qu'ils ont fait? En réalité, ils ont créé un appel d'air pour des professionnels étrangers qui sont venus ou veulent venir s'installer en France, et puis ils ont créé une pénurie de savoir-faire. C'est-à-dire, au lieu d'entretenir notre appareil de formation, eh bien, ils ont, je dirais, détruit l'appareil de formation préexistant, involontairement, sans s'en rendre compte, car tout ça n'a guère été réfléchi. Et puis, maintenant, se créent des organismes de formation, alors qui ont leur tort pour certains d'entre eux, mais n'empêche que ça se crée, et je pense qu'il faut prendre conscience de cette réalité et affronter la globalisation telle qu'elle peut vivre. Mais normalement, la France, pays de gens intelligents, éduqués, devrait être un exportateur de professionnels de santé. Vous voyez, on devrait, je dirais, se faire fort de former. Alors, on est un peu exportateur vers certains pays, mais nous sommes quand même, je dirais, importateurs nets, si vous me permettez cette expression. C'est quand même paradoxal. Bon. Donc, voilà, mesdames, messieurs, quelques trop longues réflexions que je voulais formuler devant vous, en essayant de tenir, de vous dire très simplement comment je ressens les choses. Vous me permettrez de conclure par deux petits messages. Le premier, c'est le message de la transversalité. Alors, je pense que justement le CLIOR a cet avantage de la transversalité, mais on voit bien que plusieurs choses. D'abord, la discipline, la déontologie, on ne la fait jamais bien tout seul, parce que c'est un métier très difficile vis-à-vis des collègues. Et donc, il faut, je dirais, un mouvement collectif des professions de santé vers la déontologie. Donc, tout ce qui est la concertation, l'alliance entre vos ordres, me semble être quelque chose d'extraordinairement important. Et puis, c'est vrai que les Français, au fond, souffrent chroniquement, si j'ose dire, du fractionnement du fractionnement des professions de santé. Et plus les gens ont l'habitude de la transversalité, de l'échange entre les métiers par tout moyen, moins ils comprennent le fractionnement de l'univers de la santé. Et puis, plus il y a de personnes en situation de vieillissement, de maladies de longue durée, etc., eh bien, plus elles ont besoin, justement, de passerelles et de correspondance entre les métiers. Donc, justement, vos institutions régionales peuvent jouer, c'est mon premier message, un rôle important dans cette transversalité. Et c'est vrai aussi que mon second message est dans ce même sens. Il s'adresse, je dirais, y compris à l'ARS d'Île-de-France, mais de manière plus générale aux ARS, c'est qu'il faut que les ARS, je dirais, jouent résolument le jeu de la coopération pleine avec les ordres. Les ordres, normalement, pour eux, je dirais, sont des amis, des gens qui doivent, avec lesquels elles doivent marcher de concert. Il ne faut surtout pas que les ARS prétendent tout faire, tout régenter, elles n'y arriveront pas. Hein. J'ai eu l'occasion de piloter une enquête sur une douzaine d'ARS. On voit que malgré des moyens qui sont loin d'être négligeables, en centaines d'agents, eh bien, les problèmes sont si compliqués qu'elles ne peuvent pas tout faire. Et notamment, elles ne vont pas régenter les pratiques professionnelles dans le détail. Je crois que ce serait une illusion. Hein. Et qu'en revanche, il faut bien sûr que les ordres travaillent pleinement avec les ARS et les ARS avec vos ordres professionnels. Voilà, mesdames, messieurs, la présentation que je souhaitais vous faire. Merci, Monsieur Babuzio, pour cette présentation passionnante. J'ai appris beaucoup de choses en vous écoutant, notamment la mission d'attractivité des ordres, cette notion de vecteur de responsabilité que vous mettez en avant, l'intérêt du niveau régional pour la prise de décision et dans l'optique de la territorialisation. C'est ce qui nous préoccupe avec cette table ronde que vous avez introduite avec, on va dire, densité.
Alors, je suis désolée pour ceux qui vous entourent, mais on va tâcher de rester dans le cadre imparti. Je ne voulais pas vous couper parce que vous étiez voilà, passionnant comme tous ceux qui vont suivre, mais vous allez en payer les frais, chers amis, je vous prends tout de suite. Voilà, je vais laisser plus sérieusement la parole à Paul Samac, qui est vice-président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes. Et après, si vous voulez bien, comme pour ce matin, sur la table ronde de déontologie, que l'échange circule entre vous. Monsieur Babuzio, peut-être un témoin voilà, central de ces échanges-là. C'est bon de vous entendre, converser pour qu'on comprenne la transversalité, ce que vous faites aussi avec le CIOR. C'est fondamental. Mais je vous en prie, Monsieur Samac, déjà, expliquez-nous votre organisation des soins, cette nouvelle économie de l'odontologie, pour ce qui vous concerne. Bon, merci. Merci à vous tous. Merci au CLIOR, que je connais bien pour avoir quand même été en avoir fait partie pendant quelques années, alors que j'étais responsable du Conseil régional de l'Ordre des chirurgiens dentistes d'Île-de-France. Aujourd'hui, je vous parle au titre du Conseil national, mais il est évident que ces propos que je vais tenir vont impacter largement la région Île-de-France. Et on m'a demandé de parler de tissu économique et qualité des soins. J'étais un petit peu impressionné par la question au départ, et puis finalement, j'ai pensé qu'il y avait des exemples bien concrets à vous présenter pour illustrer ces propos. Alors, actuellement, enfin jusqu'à présent, jusqu'il y a quelques années, notre système de fonctionnement de l'exercice en chirurgie dentaire était simple. Il y avait les libéraux d'un côté, les salariés de l'autre. Les libéraux correspondent maintenant à 90%. Ils étaient à peine plus nombreux, peut-être 92% il y a quelques années. Le reste étant réparti en salariés de cabinets libéraux, salariés de centres de santé et puis salariés hospitalo-universitaires. Voilà en gros comment était composé notre tissu. Et puis, il y a eu des bouleversements qui se sont précisés depuis quelques années. Il y a eu, et M. Babuzio l'a précisé tout à l'heure, l'arrivée de nombreux nouveaux inscrits en France, de nombreux chirurgiens dentistes formés dans des pays de l'Union européenne. Il y en a eu aussi, mais pas plus que d'habitude, qui venaient de pays étrangers à l'Union européenne et qui passaient par les ministères. Vous savez bien qu'il y a une équivalence des diplômes dans l'Union européenne et que cette équivalence de diplômes permet le passage, la circulation de tous les praticiens, donc de tous les chirurgiens dentistes formés selon des modalités qui sont à peu près les mêmes partout, plus ou moins les mêmes partout, avec un minimum qui est de 5 ans, 5000 heures, et des possibilités de pouvoir modifier un petit peu cela. Alors le libéral, effectivement, c'est possible, puisque nous représentons 90%, mais depuis quelques années, je voudrais insister sur deux changements d'importance qui sont survenus. Il y a eu, bien sûr, la loi dite Leroux, du nom du président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, qui a permis à des mutuelles, au monde mutualiste, de pratiquer ce qui se faisait dans les associations, dans les assurances privées, c'est-à-dire de faire une discrimination de remboursement auprès des patients. Nous avons aussi, nous, au Conseil de l'Ordre, noté une discrimination supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a deux professions qui exercent à peu près les mêmes actes, les médecins stomatologistes et les chirurgiens dentistes. Les chirurgiens dentistes sont fortement impliqués par cette loi, alors que les médecins stomatologistes ne le sont pas. Donc nous avons essayé de lutter contre cette loi. Il est vrai qu'elle est apparue assez soudainement et qu'on n'a pas eu d'alerte. Nous n'étions pas à l'époque organisés pour ça. Donc cette loi est arrivée, elle s'est imposée rapidement. Et nous avons commencé au Conseil national par faire un recours au Conseil constitutionnel, puisque c'est une loi, ça se respecte, c'est légal, on peut la modifier éventuellement par un recours au Conseil constitutionnel, qui ne nous a pas suivis. Donc nous avons encore essayé un peu plus loin, nous sommes à la Cour de justice européenne, en insistant sur ces discriminations qui existent, et nous n'avons pas été suivis non plus. Donc c'est une loi
nous sommes légalistes et nous suivons la loi, mais malheureusement, ça nous implique quand même fortement. Et surtout, il faut bien penser, il faut bien remettre le patient au centre de nos préoccupations, et il y a une différence importante de remboursement selon que les patients vont se faire soigner chez un praticien qui a signé un contrat avec ces réseaux ou s'il n'a pas signé. Et il faut savoir que ces réseaux, et peut-être pourrons-nous en parler au moment où nous aborderons la qualité des soins, ces réseaux mettent des plafonds de tarifs, d'honoraires. Est-ce que ça a une implication au niveau de la qualité des soins? On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Le deuxième changement important, je passe sur le tourisme dentaire, qui existe aussi depuis quelques années, et d'autres choses comme ceci. Deuxième élément important, c'est la loi HPST de 2009, dite loi Bachelot, qui n'a pas créé la possibilité d'avoir des centres de santé associatifs dits loi de 1900. En fait, elle ne les a pas créés, ça existait déjà, mais elle a facilité la création de ces centres, alors qu'auparavant, il y avait, comment dirais-je, un label, une possibilité de la part des DAS, des DRAS, de donner leur avis sur la création de ces centres de santé. Ça a été totalement retiré. Les centres de santé associatifs ne font qu'une déclaration, et les ARS, une déclaration d'un projet de santé et d'un règlement intérieur essentiellement. Et donc les ARS sont en fait, à ce niveau-là, sont en fait une chambre d'enregistrement. Et donc il y a eu des dérives importantes de ces centres dits loi de santé, qui sont au départ censés être à but non lucratif. Or, en France, il y a eu beaucoup de centres qui ont vu le vide qui était là, c'est-à-dire cette liberté de création sans aucun contrôle, et qui sont devenus de véritables sociétés commerciales. Et très souvent, et ça s'est constitué en réseau, il y en a en Île-de-France, bien entendu, et il y en a dans d'autres, il y en a eu en région Rhône-Alpes, en région Bourgogne-Franche-Comté, et ces centres de santé fonctionnent sur un mode commercial. Il est d'ailleurs la plupart du temps, si ce n'est toujours, géré par des non-professionnels, par des commerçants, des commerciaux, dont le but est effectivement de faire du profit. Et donc, nous avons le dernier exemple qui est survenu, s'appelle Dentexia. Dentexia est donc ce réseau qui a soulevé beaucoup de questions ces derniers temps. Il y a eu énormément d'articles, ça a été repris dans tous les journaux télévisés et autres. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un nombre de plaignants, de patients plaignants, incroyable. Actuellement, c'est constitué un collectif de patients qui comporte, je crois, il y a la semaine dernière, ils étaient à 1700 ou 1800 patients. Il y en a peut-être encore davantage maintenant. Et ça a quand même fini par se faire savoir, par émouvoir nos pouvoirs publics, alors que, par parenthèse, nous les avions tout de même alertés il y a plus d'un an. J'étais au ministère il y a plus d'un an. On a pensé que c'était un phénomène tout à fait concentré, tout à fait localisé. C'est loin d'être le cas. Monsieur Sama, je peux juste vous interrompre sur le sujet. Les centres de santé, leur vocation, c'était de favoriser, j'imagine, au départ, l'accès aux soins. Tout à fait. Comme le rappelait Monsieur Babuzio, difficile aujourd'hui d'interdire la concurrence, la libre concurrence. Est-ce que vous, dans vos missions avec l'ARS, vous avez les moyens de faire pression pour, en tout cas, redéfinir les missions de sens de ces centres de santé? Et oui, effectivement, leur mission première, ces centres, c'est de faire des soins de premier recours, c'est-à-dire avant tout des soins de prévention et des soins conservateurs. Or, ce qui était fait au départ, c'était des traitements rentables, entre guillemets, à forte valeur ajoutée, qui étaient les soins prothétiques et
les implants, et ça a fonctionné comme ça. Il y a eu des sommes très importantes qui se sont évaporées dans des sociétés commerciales. Donc nous, ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est modifier cela, c'est-à-dire qu'il y ait tout de même un contrôle au départ, qu'il y ait un contrôle des ARS, qui n'ont pas de pouvoir effectivement actuellement, mais qu'ils puissent contrôler cela. On souhaite modifier, effectivement, apporter une modification législative à cela. Nous avons eu récemment de nombreux contacts avec le ministère. Nous en avons eu 3 en 15 jours, parce que vraiment, il y a une émotion certaine qui s'est emparée d'eux. Pour terminer, enfin, pour expliciter encore un peu mieux ce qui s'est passé, non seulement les patients en question sont des plaignants car ils n'ont pas eu leurs soins, mais surtout, ils devaient soit payer, soit avoir des devis, un remboursement, un prêt sur les devis qu'ils avaient, avant même que tout soin soit commencé. Et les soins n'étaient pas faits, donc ces sommes, c'était, comment dit-on, une cavalerie, hein, c'est-à-dire qu'on faisait rentrer de l'argent au fur et à mesure en prenant des nouveaux patients et en leur faisant signer, pour ceux qui ne payaient pas la totalité immédiatement, leur faisant signer des devis qui sont allés vers des sociétés financières qui ont remboursé immédiatement, qui ont fait des remboursements immédiats, et non pas aux patients, mais au centre de santé. Ce qui est assez extraordinaire. Il y a un dévoiement extraordinaire. Bon, je ne vais pas trop insister là-dessus. Il vous reste 1 minute. 1 minute. Vous faites ce que vous voulez avec. Alors, nous avons aussi un point que nous voudrions voir remettre en question, c'est la question de traitement global. La question de traitement global est très intéressante dans la mesure où on envisage le traitement complet endobuccal d'un patient. Mais pour eux, c'était tout ou rien. C'est-à-dire, ou bien les patients acceptaient de faire la totalité du traitement, ou bien ils n'étaient pas acceptés s'ils demandaient un traitement partiel. Donc il y a aussi là un dévoiement très net. Et puis, bien écoutez, ce que nous faisons actuellement quand même, et ce en rapport avec les ministères, avec les ARS, nous avons d'abord été nommés contrôleurs de la dissolution de Dentexia, nous, Conseil de l'Ordre. Nous avons une avocate qui est extrêmement efficace et très active. Et donc, nous avons d'abord voulu souhaiter le respect du secret médical, donc nous avons souhaité collecter tous les dossiers patients de ces centres. Ça en fait beaucoup, mais on va les collecter. On va les faire conserver par un hébergeur agréé en soins de santé. Et puis, nous allons les rendre aux patients au fur et à mesure de leur demande. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous avons souhaité faire un état des lieux de tous ces patients qui le souhaitaient. Et nous sommes entrés en contact avec les services hospitalo-universitaires, d'abord de Paris, donc région parisienne, c'est-à-dire la Pitié-Salpêtrière, Bretonneau et pardon, Rothine, merci. Donc, nous avons pris des contacts avec eux. Ils sont tout à fait d'accord pour le faire, pour faire ce constat, cet état des lieux, entre guillemets, avec une radiographie panoramique. Et donc, nous attendons que la PHP puisse donner son accord et que les ARS, éventuellement, aussi participent à tout cela. Voilà où nous en sommes. Et nous avons très prochainement une réunion au ministère qui va certainement apporter des éléments supplémentaires dans tout ça. Merci Monsieur Samac, avec un exemple très précis qui nous permet de bien comprendre les failles et l'un de vos combats sur cette mutation du tissu médical. Finalement, je crois que vous vivez ces évolutions de manière tout à fait commune et transversale. Dominique Pelka, par exemple, pour l'ordre interrégional des masseurs kinés, sur la qualité des soins, sur la sécurité des patients, on se pose les mêmes questions, il y a les mêmes problématiques aujourd'hui pour votre profession? Des problématiques proches, on n'a pas encore eu à affronter ce genre d'organisation de soins qui détourne complètement l'esprit même de la qualité des soins que nos professionnels peuvent distribuer. Néanmoins, la prise en compte de la dimension économique d'une activité, y compris en kinésithérapie, ne peut pas être ignorée. Et
C'est vrai que le champ de questionnement est vaste et c'est pour ça que je ne serai pas exhaustif dans le balayage et j'assume donc le prisme très restrictif de mon intervention qui va plutôt se focaliser sur et les besoins et l'offre de soins, en particulier en kinésithérapie sur notre territoire. Sur l'offre de soins, l'activité des kinésithérapeutes se divise en activité hospitalière et activité libérale, avec actuellement 85% moyenne d'activité en libéral, 84,7 en Île-de-France, contre 85,3 au niveau national. En fait, les professionnels ont eu effectivement ce choix économique à réaliser d'emblée dans leur choix d'activité en se décidant soit d'exercer en mode libéral, soit en mode hospitalier ou salarié. Les observations démographiques permettent d'observer une évolution des comportements qui vise par contre au regroupement des cabinets. Alors qu'on avait des cabinets avec un seul, voire deux professionnels, on se rend compte qu'il y a une évolution qui fait que les coûts des structures ne permettent plus forcément de répondre à la fois aux possibilités de financement des structures par un seul professionnel, pas plus qu'à la continuité des soins, pas plus qu'à la volonté effectivement de pouvoir de temps en temps décrocher. La faible proportion des kinésithérapeutes qui exercent en secteur libéral est à mettre en tension avec la faible attractivité des établissements et à un phénomène relativement nouveau, je dis relativement parce que ça fait quand même quelques années qu'il est amorcé, c'est l'intégration au sein des structures hospitalières de personnel non professionnel de santé qui viennent en réelle concurrence avec nos champs d'activité. Alors, c'est peut-être un petit peu violent de le qualifier comme tel, mais c'est comme ça que c'est perçu par tout le monde. Il est bien évident que je vise, à travers ces non-professionnels de santé, les STAPS-APA, donc des étudiants qui ont fait un cursus en formation sport. Initialement, ils étaient sur le sport. Et il y a eu effectivement le développement des activités physiques adaptées. Et la loi de modernisation de santé introduit, y compris, la possibilité de prescription par les médecins d'une activité physique adaptée à des non-professionnels de santé. Et là, on peut se poser la question de savoir si effectivement des ressources, des compétences de certains professionnels peuvent réellement être en toute autonomie, être transférés à des gens qui n'ont pas forcément la connaissance de l'état pathologique, qui n'ont pas forcément une déontologie qui les encadre dans la capacité à préserver le secret médical, par exemple. Je pense aux ostéopathes non professionnels de santé qui sont accueillis dans certains établissements hospitaliers, y compris des grands groupes, et qui vont partager des données individuelles de santé, du secret médical, sans qu'aucun cadre ne les limite. Et c'est un paradoxe qu'il n'y ait pas une volonté de ces établissements de santé, hospitaliers, même hospitalo-universitaires, que de ne pas faciliter l'intégration ou de maintenir l'intégration des kinésithérapeutes. Dans la mesure où il nous semble que cette présence significative de kinésithérapeutes au sein de ces structures doit perdurer. À titre d'exemple, et sur le plan réglementaire, un service de réanimation, et ça va faire le lien avec une petite plaisanterie de notre philosophe de ce matin qui ne voyait pas trop pourquoi le code de déontologie des kinésithérapeutes prenait aussi en compte la fin de vie. Mais il y a un décret qui date de 2002
du 5 avril 2002, le décret qui impose la présence d'un kinésithérapeute dans les services de réanimation. C'est un critère de validation d'un service de réanimation. Et combien de services fonctionnent sans kinésithérapeute en réanimation? Et à côté de ça, on ouvre la porte à... J'ai rien à dire contre l'ostéopathie à titre personnel ici, mais je me pose la question de la mise en tension de ces deux propositions. Alors, il faut redéfinir les termes de la loi, de l'obligation, ou il faut Je sais pas, regrouper en après, il y a conséquence. une loi, il y a un décret. Est-ce que c'est appliqué, est-ce que c'est pas appliqué? En tout état de cause, on voit bien qu'il y a besoin de kinésithérapeutes dans certains endroits. Quand on parle de la filière de la filière AVC, on a des niveaux de preuve qui sont entérinés par la Haute Autorité en Santé, qui montrent bien que la kinésithérapie dans la filière AVC occupe une place de choix dès les premières heures. Et qu'il faut bien mettre en place cette filière d'aval efficace. Or, on n'a pas la ressource pour le faire. Et d'autre part, cette intégration de non-professionnels de santé introduit une confusion de la part des usagers de santé entre professionnels de santé et non professionnels de santé. On ne sait plus à qui on s'adresse. Et notre garantie, nous, Conseil de l'ordre, c'est bien de notre responsabilité que de garantir à l'usager du système de santé un cadre de sécurité en termes de propositions thérapeutiques. On voit qu'on a une vogue, une mode des médecines douces, des pratiques non conventionnelles. Ok, ça fait le lit de propositions qui sont quelquefois fantaisistes, où on peut très facilement glisser vers des dérives, y compris des dérives sectaires. Monsieur Devis parlait ce matin, on est très en lien avec l'ARS, avec Karine Gallo, sur cette vigilance aux dérives sectaires. Et ouvrir nos esprits et compléter, voire remettre en cause des pratiques historiques, ce n'est pas un problème en soi, mais ça ne doit pas se confondre avec l'acceptation du charlatanisme. Et donc, c'est vrai qu'en tant que conseil régional, on est particulièrement vigilant à ce point. Si on revient sur l'offre de kinésithérapie, majoritairement libérale, elle paraît effectivement, j'ai très vite, elle paraît effectivement cohérente avec les besoins, enfin, au moins la politique de santé et le virage ambulatoire. Un tissu, un maillage, et on montrera tout à l'heure dans la table ronde démographie, un maillage important du territoire permet de répondre a priori à une demande qui est liée. Alors cette fois-ci, je vais passer rapidement à la demande, avec les besoins identifiés de la population en termes de kinésithérapie. Monsieur Babugeau l'a évoqué, avec la prévalence des affections chroniques, avec l'allongement de l'espérance de vie, on a effectivement une demande de besoin. Par contre, c'est vrai qu'il y a il existe des véritables bassins de vie qui sont déficitaires en matière d'offre de soins. Comment peut-on imaginer que dans un département où on a une densité de professionnels inférieure à 60 pour 100 000 habitants, 60 professionnels pour 100 000 habitants, on puisse maintenir une qualité des soins qui serait équivalente à un territoire à 150 ou 160, la moyenne de densité nationale, la densité moyenne nationale étant à 116. Un point encore sur lequel je souhaite insister, c'est qu'effectivement, la stabilité d'orientation vers la ville qui est observée depuis de nombreuses années dans les choix des jeunes kinésithérapeutes quant à leur exercice ne doit pas cacher les difficultés croissantes sur le plan économique auxquelles sont confrontées ces micro-entreprises qui sont extrêmement fragiles. C'est-à-dire que même un cabinet avec 2 ou 3 kinésithérapeutes va potentiellement avoir de la demande de patients, mais il suffit qu'il y en ait un qui parte, ou une qui soit enceinte, ou un qui exprime l'envie d'alléger son planning, pour que la réalité économique même du cabinet soit mise en péril.
C'est dur ce que je Alors, demande. Hein, ouais. ouais, c'est dur de s'y retrouver, mais ouais, bon, c'est pas grave. Hein. En fait, je voulais refaire un lien, mais j'en ai déjà parlé ce matin, avec les évolutions de notre profession, qui nous donnent finalement une nouvelle posture, en disant qu'on sait très bien qu'il y a une inertie entre les règlements, les lois, les textes et la réalité. J'en veux pour exemple une illustration. Depuis 2000, la prescription médicale de kinésithérapie peut se résoudre à une prescription d'indication. 2000, on payait encore en francs. Et 90% des prescriptions qui sont rédigées par les médecins aujourd'hui pour les patients sont sur le modèle d'avant 2000. C'est-à-dire qu'on continue à prescrire 3, 4, 5, 10 séances pour un pied, alors qu'on s'occupe d'un individu. Et qu'a priori, sauf à le découvrir aujourd'hui, les individus ne sont pas forcément des boîtes de petits pois et qu'on n'arrive pas forcément à normaliser les besoins d'un tel et d'un tel en matière de... Où on a mal au dos, on n'a pas forcément tous la même réponse et on ne va pas tous répondre dans une prescription en 3 séances. C'est passionnant parce qu'il y a à la fois la force d'inertie là, avec cet exemple et puis en même temps l'envie de développer de nouvelles structures dans un esprit de concurrence qui va trop loin, qui nuit aussi à vos professions. Mais vous savez, il y aura des questions de la salle après et des questions subsidiaires pour que vous terminiez proprement votre discours. Merci beaucoup Dominique Pelka. Puisque vous parliez de regroupement de cabinets tout à l'heure, j'aimerais entendre pour vous Laetitia Varvarine qui préside le Conseil interrégional de l'Ordre des sages-femmes parce que on suit bien et on déplore la fermeture régulière de petites maternités et la question qui se pose, c'est comment on préserve encore l'offre de soins. Est-ce que c'est justement en favorisant le regroupement, pour rebondir sur une idée largement évoquée. Laetitia. Alors en effet, aujourd'hui, l'offre obstétricale est en pleine évolution. On constate une très rapide et très forte fermeture des maternités. En quelques années, 30% des maternités ont fermé. Et dans le même temps, dans les maternités qui restent, le nombre de lits diminue également. En Île-de-France, en 16 ans, 7% des lits ont été supprimés dans ces maternités qui restent. Donc l'offre de soins, elle doit bien évidemment s'adapter, évoluer. Donc voilà. En plus, alors, juste pour compléter, puisqu'il y a un élément nouveau que sont les maisons de naissance qui viennent compléter l'offre de soins, qui est très récent puisque c'est du début de l'année. On en reparlera un petit peu plus tard. Plus tard, vous voulez dire dans la soirée Non, ou... non. Si vous voulez maintenant. Enfin, faites votre argumentaire. Un petit peu après, mon argumentaire. Par rapport à l'offre médicale, globalement, elle est plus favorable en Île-de-France que pour le reste du territoire. Globalement, il y a plus de médecins, d'anesthésistes, de pédiatres. Pour autant, on a une densité de sages-femmes qui est inférieure à la moyenne nationale, largement inférieure. Donc, ma collègue, après, vous développera tout ça. Et donc, en parallèle de tout ça, il y a des résultats périnataux qui sont pas bons du tout pour l'Île-de-France, puisque globalement, on note une augmentation de la mortinatalité, de la mortalité maternelle et un taux de prématurité supérieur à la moyenne nationale. Donc, il y a des choses à faire, c'est évident. Une des raisons qui pourrait expliquer ces chiffres, c'est la précarité qui est supérieure à la moyenne nationale et qui a certainement un impact sur ces résultats. Et ça veut dire aussi qu'il faut développer des prises en charge adaptées à ces parturientes. Il faut bien évidemment développer le préventif pour être au service du curatif. Alors là, je vais parler en tant que sage-femme. Les éléments préventifs pour nous, les sages-femmes, c'est l'instauration de l'entretien prénatal précoce qui permet un dépistage des facteurs médico-psychosociaux, qui permet une prise en charge dès le départ de la grossesse de la personne dans sa globalité.
Cela évitera de tronçonner la femme, de passer à côté de certains éléments et d'optimiser les soins. Une autre chose qui se développe, c'est le suivi à domicile. Les femmes sortent de plus en plus tôt de la maternité et un des dispositifs qui est mis à disposition, c'est le PRADO, le programme de retour à domicile précoce. Les femmes bénéficient d'une sage-femme à domicile le jour même ou le lendemain de la sortie. Ce dispositif vient d'être étendu aux patientes qui présentent une pathologie. Et donc, ce dispositif, il comblait un peu un besoin des patientes, puisqu'elles sortaient de la maternité, mais étaient un petit peu laissées seules. Donc, elles devaient aller vers le soin. Et là, la première semaine, c'est l'offre de soins qui vient à elles. Donc c'est un besoin des patientes et c'est une évolution positive de votre profession aussi. C'est une évolution très positive parce que non seulement c'est un besoin des patientes, mais pour nous, c'est une évidence aussi de continuer à prendre en charge la patiente. Au niveau de l'offre de soins, alors forcément, la fermeture de ces maternités peut poser quelques petites problématiques. Sur l'orientation des patientes, on constate quand même que 90% des enfants présentant une pathologie naissent dans les maternités présentant des soins adaptés, mais on a quand même 80% des femmes ayant une grossesse physiologique qui n'accouchent pas dans une maternité de niveau 1. Donc, on se retrouve des fois dans certaines maternités dans des situations un peu ubuesques où on doit demander à la patiente ayant accouché sans problématique si elle accepte d'être transférée dans une maternité de niveau 1 au bout de quelques heures, 24 heures de l'accouchement, pour pouvoir accueillir les patientes présentant une pathologie. Donc, ce sont des choses aussi qui doivent évoluer et ces prises en charge par les sages-femmes peuvent permettre de compléter aussi quand les patientes sortent un petit peu plus tôt en n'ayant pas de soucis particuliers. Alors, j'essaye aussi de raccourcir comme mes collègues. Merci. Alors, au niveau, si vous me permettez, je vais revenir sur les maisons de naissance qui complètent l'offre de soins. Elles répondent à la demande des femmes qui souhaitaient une offre de soins différente de celle que l'on propose aujourd'hui. Elles voulaient quelque chose qui soit adapté à leur niveau de grossesse. Les grossesses à bas risque pourront ainsi bénéficier d'un accouchement et d'un accompagnement moins médicalisé, tant que cela le permet. Donc, le principe de la maison de naissance, c'est une femme, une sage-femme. Pour autant, la sécurité sera maintenue puisque ces maisons de naissance sont accolées aux maternités. Donc, en cas de pathologie qui apparaîtrait, la patiente peut être transférée en moins de 5 minutes dans un service de maternité. Donc là encore, c'est une belle évolution, une belle proposition. Nous verrons dans 2 ans les premiers bilans de ces maisons de naissance. Puisqu'on est sur le tissu économique, juste petite précision, la Cour des comptes avait évalué en 2010 que ces maisons de naissance apporteraient une économie de 7 millions d'euros, en plus de la satisfaction des patientes. Donc on attend le bilan, mais il y a combien de maisons de naissance aujourd'hui en Île-de-France ? Il y en a 2 en Île-de-France. Il y en a une qui s'appelle Le Calme, qui est accolée à la maternité des Bluets, qui a commencé là au début du mois, qui existait déjà par avant en proposant un accompagnement physiologique des naissances. Donc il était assez facile qu'elles s'adaptent aux normes des maisons de naissance. Et il y en a une qui va ouvrir dans très peu de temps, le premier cri qui sera à Vitry-sur-Seine. Et là, c'est une maison de naissance où il y a une passerelle. Vraiment physiquement, c'est une passerelle qui sera le lien entre la maison de naissance et la maternité. Et là, on est dans l'accompagnement personnalisé que vous voulez et pas homogène, quoi. Voilà, ce sera un accompagnement individuel qui sera travaillé dès le début de la grossesse avec les patientes. Elles auront dès le départ la même sage-femme dans une optique d'une qualité des soins optimum. Alors, le dernier point que je voulais aborder, ce sont les réseaux périnataux. Ils ont fusionné en janvier 2016. Donc, maintenant, nous avons un réseau périnatal d'Île-de-France.
Et ces réseaux ont un rôle majeur aussi à jouer dans la qualité des soins, puisqu'ils peuvent évaluer les besoins des territoires, ils peuvent être force de proposition pour articuler l'offre de soins, pour un meilleur partenariat ville-hôpital. Et donc, ils ont une importance primordiale. Donc, voilà. Voilà, Pardon, mais merci. c'était... J'essaye de faire plus court. Pardon, hein, mais vous êtes très bon dans l'exhaustivité néanmoins. Et sur la réflexion sur l'évolution de vos différents métiers, c'est passionnant parce que vous nous donnez vraiment des exemples concrets. En tout cas, moi, ça parle à la journaliste non spécialisée que je suis. Pascal Lambert, alors, vous allez vraiment mettre en avant justement votre expérience d'infirmier libéral de pratique avancée. Bonjour. Bonjour. Alors, on va d'abord peut-être avec vous faire l'historique de cette pratique avant que vous nous livriez vraiment votre expérience très personnelle, très individuelle. Voilà, donc quand j'ai entendu M. Barbuzio tout à l'heure dire qu'il fallait, face à l'évolution de la société, adapter les professions, répondre aux problèmes de vieillissement de la population, les maladies chroniques, la complexité des soins et tout, voilà, infirmier et aller vers le libéral aussi. Infirmier libéral dans un réseau gérontologique et la pratique avancée. Bravo. Donc l'historique de la pratique avancée, c'est un concept qui est né aux États-Unis en 1950 et qui a été assez vite développé dans les pays anglo-saxons pour répondre justement aux problèmes de longévité, de vieillissement de la population, des maladies chroniques, de la complexité des soins avec toutes les évolutions médicales, entre autres, et aussi un peu la pénurie médicale qui existe. Et puis, l'importance de l'éducation thérapeutique du patient, la prévention et l'accompagnement au long cours dans un parcours du patient le plus tôt possible pour amener à être plus dans la prévention que dans la thérapie. Donc, je vous donne la définition succincte du Conseil international des infirmières qui définit la pratique avancée. C'est une infirmière qui exerce en pratique avancée, diplômée, qui a acquis des connaissances théoriques, le savoir nécessaire aux prises de décisions complexes, de même que la compétence clinique indispensable à la pratique avancée de sa profession. Les caractéristiques de cette pratique avancée sont déterminées par le contexte dans lequel l'infirmière sera autorisée à exercer. Ce qui veut dire que ça répond aux besoins de la population et aux besoins du système sanitaire local. Et un niveau master est recommandé. Dans le référentiel de compétences, on demande des compétences supplémentaires au métier socle, par la consultation, par la recherche, le leadership aussi, et puis avoir plus de collaboration avec les autres intervenants et de l'action sur l'expertise, le conseil et aussi des décisions éthiques. Donc, souvent, la peur qu'on nous met, c'est oui, mais tout le monde va vouloir le master et tout. Dans tous les pays, il y a au moins 25 pays qui sont actuellement avec de la pratique avancée. Il y a entre 1 et 6% de gens qui vont vers la pratique avancée. Donc, ça ne va pas être une expansion, ça ne va pas être un coût extraordinaire, un problème économique. Pourquoi vous avez choisi, vous, cette pratique avancée ? Alors moi, j'ai choisi cette pratique avancée parce que les patients que j'avais à domicile, d'abord avaient du mal à joindre les médecins traitants, que je trouvais que j'évoluais pas assez dans ma pratique. Et voilà, donc quand le master s'est ouvert, ça permettait d'avoir une évolution de la profession. Et je pense que c'est un bien pour la profession aussi, d'avoir une filière. Et puis d'avoir une réflexion derrière et de se baser sur des preuves. Voilà, on est sur les données probantes, on n'est plus sur, on sait à peu près. Donc on commence à construire son parcours comme ça. Et puis avec mon travail de master, j'ai fait un travail sur l'évaluation gériatrique standardisée à domicile. Et à partir de ce moment-là, il y a un réseau qui a été intéressé. Et c'est à ce moment-là que le gériatre m'a dit « Mais pourquoi vous ne venez pas travailler avec nous ?» et tout. Et du coup, la répartition se fait maintenant dans le réseau. On avait des signalements
hospitalier qui faisait partie d'une expérimentation MIGAC. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est MIGAC, mais voilà, c'était maintenant c'est FIR. C'est l'ARS qui finançait ces expérimentations. Donc, sorti d'hôpital, je suis arrivé dans cette expérimentation. Elle existait déjà avant. D'accord. Et on m'a dit, pourquoi tu irais pas faire les consultations et tout. Et donc, on s'est réparti les consultations. Et le succès a été que ça a fait le sujet d'une thèse pour une collègue gériatre. Et du coup, j'ai un tiers des consultations destinées à la partie sanitaire qui sont faites par moi et les 2 autres tiers par les gériatres. Alors, comment ça se passe concrètement dans votre mission au quotidien? Concrètement, à la base, on avait un signalement à l'hôpital et c'était comment se passe le maintien à domicile, comment ça va être possible d'avoir une personne à domicile et éviter les réhospitalisations. C'était surtout ça le but. Donc au début, il y avait un timing qui était on va passer un mois et demi. Et quand je suis arrivé, en fait, très vite, j'ai dit mais ça serait bien de passer. Alors c'est mon expérience d'infirmier libéral là, ça serait bien de passer dans la première semaine pour sécuriser le maintien à domicile ou pour mettre soit des choses en place, soit dire il va peut-être falloir rediriger vers une structure le temps qu'on puisse voir si le maintien à domicile est possible. Et donc voilà, c'est un signalement, je fais ma consultation, c'est à peu près 1 heure et demie. La première, après il y a des réévaluations. On fait une synthèse en groupe et après, donc il y a des préconisations que j'ai amenées. Il faut l'ergo, il faut l'assistante sociale, il faut un passage gériatre, une consultation mémoire, le kiné, voilà, on met tout ça en place. Et puis après, certains patients sont suivis par le gériatre, certains patients qui ne nécessitent plus du sanitaire vont être suivis par le social, et puis il y a des patients que je suis en autonome. Oui, donc il y a un vrai travail d'équipe, Voilà. de leadership, ce que vous disiez, c'est-à-dire que Voilà. c'est vous qui vous occupez personnellement de ce dossier et qui gérez toutes les facettes. Et ça, c'est une évolution qui, pour vous, alors même si elle est infinitésimale, un peu à la marge du métier, c'est une vraie évolution pour demain? C'est une vraie évolution pour demain, parce que là, depuis, on a fait des évaluations avant le signalement hospitalier, c'est-à-dire qu'on fait, un aidant nous signale, je fais un passage, s'il n'y a pas une urgence médicale, je fais un passage et quelque part, je fais le déflorage et puis après, on a l'idée de faire la maison médicalisée, donc elle doit ouvrir à la fin de l'année, et dedans d'arriver à une expérimentation en soins de premier recours, où là on pourrait aller vers cet infirmier de pratique avancée aussi. Bravo d'aller Voilà. de l'avant et merci d'avoir été très clair sur vos pratiques. Il nous reste quelques petites minutes pour entendre Martial Fraisse, président de l'Ordre régional des pharmaciens, pour bien comprendre aussi de votre point de vue le tissu économique et bien les problématiques réelles qui se posent sur votre profession. Alors, merci. La profession de pharmacien a une particularité aussi, c'est qu'elle est liée quand même aux autres professionnels de santé qui l'entourent. Une pharmacie dans un désert avec une population mais sans professionnels de santé, ça ressemble beaucoup à un commerce. Et donc, le vice-président du Conseil national de l'Ordre des dentistes l'a bien rappelé, on est tous confrontés, professionnels de santé, au monde des affaires, à une financiarisation des professions de santé par des acteurs qui se sont introduits sur ce marché pour fournir des solutions politiques sur des déserts que l'on commence à entrevoir. La difficulté est, d'une fois qu'on a posé un diagnostic, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent, comment est-ce qu'on peut le résoudre? Le problème des ARS, c'est d'avoir non seulement les petites croix vertes qui sont sur un territoire, mais d'avoir les caducées rouges et tous les autres symboles des professions de santé qui sont symbolisés par notre Clior au bon endroit, en densité suffisante pour répondre aux besoins de santé de patients. La financiarisation, on voit bien, a un but. Je n'ai rien contre les assurances, mais les assurances ont des clients qui seront des patients, et l'intérêt quand même d'une assurance n'est pas un but non lucratif.
L'intérêt d'une assurance, c'est quand même de rémunérer des actionnaires qui, de façon tout à fait normale, attendent une rémunération de sommes investies. Et ça, je le comprends parfaitement. La difficulté, c'est de savoir à quel prix on crée un tissu de professionnels de santé avec une qualité des soins mis en concurrence les uns avec les autres par l'intermédiaire de tels acteurs. Alors, nous défendons en tant qu'ordre l'indépendance. L'indépendance des professions de santé qui doivent garantir aux patients une qualité de soins qu'ils sont en droit d'attendre. Mais M. Rousseau, grand constitutionnaliste, un jour avait fait une formation au Conseil national et avait utilisé la métaphore des fontaines qui sont derrière le Conseil d'État en expliquant de la séparation des pouvoirs. Finalement, chaque modèle ou chaque élément qui constitue une société interagissent entre elles comme les sphères qui sont sur cette fontaine. Donc, nous, professionnels de santé, interagissons avec nos institutions, avec les patients, avec la finance, mais avec une séparation. La difficulté, c'est que quelque chose nous lie tous. Et ce qui nous lie tous, c'est le financement. Donc, à partir du moment où on n'est pas capable, où on est en crise, où on a une difficulté à financer un modèle qui puisse répondre aux besoins, qui peut apporter une solution? La seule solution ne peut venir finalement que des professionnels de santé eux-mêmes, qui doivent cesser de s'identifier comme des individus ou des individualités, mais comme bien un ensemble tel que le CLIOR peut le représenter avec la connaissance de chacun de nos problèmes, mais chacune de nos aspirations. Et là, je parle vraiment aux représentants de l'ARS. Il ne faut pas confondre ce que l'on peut appeler des opportunités avec des utilités. Un projet de santé ne doit pas être une opportunité liée à une spéculation. Elle peut avoir un intérêt, mais il faut qu'elle entraîne une pérennité de ces outils, de ces professionnels de santé par rapport à cette population, qu'il y ait un vrai et juste intérêt. Et là, je rejoins le président Babuzio pour dire que la donnée de santé est une source inépuisable, parce qu'elle est large, profonde, permet d'évaluer des pratiques, permet d'évaluer des traitements, et je l'ai découvert à l'Institut des données de santé, qui permet de façon objective de savoir si l'on soigne plus telle population mieux de cette façon, avec telle intervention ou avec une autre. Donc c'est l'observation, je dirais, de cette continue de cette banque de données qui peut nous permettre de résoudre les problèmes. Les algorithmes déjà développés par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France pour représenter l'accessibilité aux soins, c'est-à-dire connaître le mode de consommation de soins des patients. Un patient n'est pas obligé d'aller voir le médecin à côté de chez lui, ni d'aller à la pharmacie à côté de chez lui, ainsi de suite. Ils ont des comportements de consommation qui rejoignent en partie leur comportement de consommation de vie courante. Donc, c'est en observant réellement, et plus finalement que par le Code de la santé publique, car le Code de la santé publique, quand on conseille l'Agence régionale de santé sur un transfert de pharmacie, quand on les conseille, nous, la seule opposabilité que l'on ait par rapport à notre conseil, c'est de recourir au Code de la santé publique. Si le Code de la santé publique ne l'interdit pas, il l'autorise. Mais l'inverse est aussi vrai. Il peut interdire ce qui pourrait être utile d'avoir une maison de santé, d'avoir une pharmacie à un endroit précis. Donc on voit bien que la difficulté, finalement, c'est de communiquer dans un monde hyper communicant, mais avec toujours cette idée, c'est-à-dire la pérennité dans un monde qui évolue. Alors quand on dit pérennité, le plus bel exemple nous est montré finalement par Internet. Qu'est-ce qui est pérenne sur Internet? Les applications? Les sites? Les outils connectés? Mais ils ne peuvent être pérennes que s'ils ont un modèle économique qui permet l'évolution, iOS 1 et compagnie, sur un smartphone, un iPhone, sur tous les modèles qui permettent d'avoir une accessibilité. Or, le patient ne se dématérialise pas. Le patient, il existe, il a un endroit précis, il a besoin de contact humain. Une illustration magnifique, c'est le site anglais treated.com.
Si vous allez sur ce site, vous pouvez finalement buy now, buy now, buy now, acheter quand vous voulez des médicaments sur ordonnance. À partir du moment où vous pouvez consulter un médecin situé dans un pays Union européenne ou plus exotique, qui finalement regardera les croix que vous avez cochées sur un questionnaire pour vous faire une prescription dématérialisée qui arrivera dans une pharmacie de Londres. Qu'est-ce qui nous sauve par rapport à ce modèle, je dirais, très ouvert, qui permet d'acheter toutes sortes de produits dont tout le monde, je dirais, se plaint, ou à titre ou à raison? Je n'irai pas dans le détail pour éviter les polémiques, mais eh bien, qu'est-ce qui nous sauve finalement? Ce sont les organismes sociaux. On n'aurait pas de prise en charge des médicaments par l'assurance maladie. Tout le monde aurait recours, autant pour les visites que pour l'achat de ces médicaments, à ce genre de site. Ce site ne marche pas en France, mais il cite partout où la société n'est pas capable de prendre en charge les plus faibles. Donc on voit bien, les prairies sont encore vertes en France. On n'a pas encore à pleurer, à crier, mais on doit s'organiser absolument pour éviter qu'elles jaunissent. Alors j'ai été, à une époque, quand on a parlé des bonnes pratiques de vente sur Internet, auditionné par la Haute Autorité de la Concurrence, qui m'a accueilli sur cette phrase. J'étais avec la juriste de l'Ordre, du Conseil national, et on m'a dit en introduction, mais Monsieur Fraisse, regardez, on a Amazon, on a chapitre.com qui n'existe plus, et finalement, on a encore beaucoup de librairies à Paris. Et le lendemain matin, Madame Filippetti lançait son plan pour la sauvegarde des libraires. Donc, on voit bien que quelque part, on a une confrontation d'idées. La Haute Autorité de la Concurrence défend comment dirais-je, un pouvoir d'achat, une concurrence honnête entre les différents acteurs pour obtenir un meilleur service par rapport à la population. Et c'est tout à fait louable. La difficulté, et ça, comme je l'ai dit ce matin, elle ne le nie pas non plus, ce ne doit pas être fait aux dépens de la qualité. Donc les ordres, on est quand même garant, nous sommes quand même garants de la qualité par rapport à la Haute Autorité de la Concurrence, mais surtout par rapport à la population. Donc, finalement, on a un modèle qui n'est pas compliqué. On a des modèles, je dirais, algorithmiques qui permettent de déterminer les besoins d'une population, et on a, heureusement, des grandes écoles de formation qui donnent des personnes capables d'indiquer comment repérer les endroits fragiles ou non. Nous en sommes tous conscients, et à partir du moment où on cessera de raisonner en individualité, où on choisira d'avoir des solutions plus globales sur la prise en charge d'une population, on arrivera à résoudre ce problème. L'Île-de-France a des atouts exceptionnels. Nous fabriquons, au même titre qu'une industrie, des compétences. L'intervention des ordres dedans, le calcul ou le choix des numerus clausus, que ce soit pour les pharmaciens, les médecins, où nous sommes auditionnés par l'ARS, permettent de défendre notre avis. Avoir une vision trop fermée, trop limitée des compétences qu'il faut obtenir en Île-de-France est illusoire. Pourquoi? Parce que finalement, c'est désindustrialiser un pays dans un domaine qui est quand même un domaine, je dirais, dont nous avons toujours eu un atout et une qualité exceptionnelle, c'est la santé. Donc, former coûte, mais former, c'est investir. L'important, si on investit sur des étudiants, c'est de les retrouver après. Si on n'est pas capable de leur dire « vous pourrez exercer de façon libérale, dans un endroit accessible, que vous pourrez assumer, et que ce ne soit pas un financier qui soit derrière vous pour lequel vous travaillerez quasiment la moitié de votre vie », et ça je le connais bien pour les pharmaciens, on parle toujours de leurs revenus dans les reportages, mais on ne parle pas de ce qu'ils payent à leur banque. Et la notion de rente doit être claire. L'ordre ne devrait pas parler d'argent, mais il y a un moment où il faut bien raisonner là-dessus. La notion de rente n'est pas toujours celle que l'on croit. Je connais moult pharmaciens sur l'Île-de-France qui passent, je dirais, 90% de leur temps à payer leur loyer dans les grands centres commerciaux, à aller sur des exercices qui deviennent déviants, tout simplement parce que financièrement, ils n'y arrivent pas.
Martial, là, vous vous adressez à l'ARS ou au gouvernement? Je dirais particulier. qu'on est tous partie prenante, parce que l'ARS est un relais. L'ARS observe, l'ARS comprend. Elle a des problèmes à résoudre et elle le sait très bien, elle peut compter sur les ordres. Je l'ai redit à M. Devis ce matin, à partir du moment où on parle de santé publique, où on parle de territoire, d'accès aux soins, les ordres, je peux parler pour tous, seront là pour la soutenir. Et les étudiants seront là pour soutenir les ordres aussi. Parce que quelque part, c'est leur avenir. Et je suis toujours fier, samedi j'étais à la faculté de Châtenay-Malabry, de voir un amphithéâtre de samedi matin à 8h30 avec 290 étudiants qui sont là pour parler de leur avenir. Et donc, à partir de ce moment-là, si on définit une politique claire, c'est-à-dire qu'au moment où on pourra dire qui fait quoi et comment, et où se situent les limites du Code de la santé publique, quels éléments particuliers pourront être définis pour que les uns et les autres travaillent sans créer ou faire jaunir l'herbe, ça veut dire qu'on aura réussi. Et on aura vraiment réussi à ce moment-là. Pour l'instant, heureusement, les prairies sont vertes. Et vous qui appeliez M. Babuzio à la mission d'attractivité des ordres, vous avez été servi, je crois. Merci, pardon, je ne voulais pas interrompre vos applaudissements. Il nous reste, comme nous sommes en retard, vous l'avez constaté, mais bravo, parce que nous retombons sur nos pattes, le temps pour une question. Elle doit être essentielle. Monsieur Devis. J'aurais une question pour Monsieur Lambert, parce que j'avoue que je ne connaissais pas cette pratique avancée. Et donc, si j'ai bien compris, finalement, vous êtes pour le maintien à domicile, donc c'est en amont pour éviter les hospitalisations. J'aimerais savoir s'il y a un protocole à l'instar de l'HAD, qui est en aval, puisque pour l'hospitalisation à domicile, il y a des protocoles et un prix de journée. Est-ce que c'est l'équivalent pour ce nouveau système que je ne connaissais pas, qui pourrait être une possibilité d'économie? Le protocole actuellement est au sein du réseau. Et donc c'est un financement ARS au niveau du réseau. Et moi, ma consultation est payée à l'acte de la mission. Voilà, donc c'est une consultation à 50 €. Pour 1 heure et demie, oui. Jeune homme, je ne vais pas vous brider. Alors, question pour vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, merci pour vos différents exposés. C'était assez intéressant. Je suis étudiant en pharmacie, mais avant tout futur professionnel de santé. Ma question, elle est pour vous, Monsieur Pelka. Alors j'ai bien aimé vos propos. Par contre, je suis un peu en désaccord avec vous, notamment sur la partie APA, ostéopathe, etc., etc. Alors je peux comprendre qu'un ordre est là pour défendre la profession, mais comme l'a dit M. Fraisse, un ordre est aussi là pour garantir aussi un exercice sur le terrain et répondre à des besoins. Et lorsqu'on voit la population, peut-être qu'il y a un besoin aussi de ces patients d'avoir recours à d'autres professionnels, ce qui ne sont pas des professionnels de santé. Et là, tout l'intérêt de l'ordre aussi serait peut-être là de garantir la place du kiné dans un système de soins en collaboration avec les autres professionnels de santé, mais aussi avec les autres professionnels. Et j'aimerais avoir votre avis aussi sur cette question-là de collaboration avec ces autres professionnels de santé. Merci. Alors, pour vous répondre, je vous dirais que la réforme de la formation des kinésithérapeutes, avec le passage par l'université, et l'obligation de développement personnel, ça fonctionne, hein, et l'augmentation et l'obligation du DPC, vont vers l'amélioration des pratiques, vont vers l'amélioration des choix thérapeutiques, de techniques validées. Et ça permet de s'intégrer à des projets de soins, ça permet de préciser la pertinence des actes. Il y a un référentiel qui est utilisé par la Haute Autorité en Santé pour qualifier la pertinence économique, qui est le référentiel coût-résultat-critère, ratio différentiel coût-résultat-critère. Et ça permet d'évaluer une proposition économique. Le fait qu'on défende des pratiques qui soient conformes aux données acquises de la science, réalisées par des professionnels appartenant à une profession réglementée, garantit une qualité et une sécurité des soins. J'irai pas dire qu'il ne faut pas faire de sport. J'irai pas dire qu'il ne faut pas aller voir un entraîneur sportif et que ça ne fait pas du bien à sa santé. Mais vous dites pas au même endroit. Mais effectivement, autant on doit promouvoir l'activité physique, quel que soit l'individu, sans forcément le contraindre. Les gens qui n'ont pas envie de faire de sport, ils n'en font pas.
autant on ne doit pas le confondre avec une alternative à une réponse spécifique liée à une pathologie. On sait que dans le diabète, le fait d'avoir une activité physique permet de diminuer la prise de médicaments. On sait que dans la BPCO, les insuffisances respiratoires, avoir de l'activité physique encadrée, ça permet d'allonger l'espérance de vie, ça diminue la prise d'antibiotiques, les exacerbations, les réhospitalisations. Sauf que cette observation de l'activité, ce réentraînement à l'exercice, quand on est arrivé effectivement à un stade où on est déconditionné, ne peut pas se faire sans les compétences d'un professionnel de santé. Quant à l'ostéopathie, pour l'instant, je n'ai pas d'avis dessus, mais la Haute Autorité en Santé n'en donne pas non plus. Là où je m'inquiétais, c'est pas sur le fait qu'il y ait des ostéopathes. Ça a été une volonté, plus ou moins, un choix économique, de se dire, bah, finalement, des gens vont aller chercher des ressources ailleurs que chez les professionnels de santé, et du coup, ça n'impactera pas les coûts de la sécurité sociale. Pourquoi pas ? Sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé, puisqu'on est sur cette table ronde économique, à 17 000 ostéopathes en France, dont les 3/4 sont obligés d'aller se faire employer comme caissier chez Leclerc. Parce qu'ils ne mangent pas. Parce qu'ils n'ont pas... Alors, effectivement, il y a quelques quartiers parisiens où on va avoir des ostéopathes qui vont vous demander 300 € pour vous faire ou bouger les os du crâne, ou respirer le genou, ou faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais venez en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas un seul ostéopathe qui vive. Et c'est pas en favorisant, en fléchant vers ce genre de professionnels, pour peu qu'ils ne soient pas professionnels de santé, parce qu'il y a des médecins ostéopathes et il y a des kinésithérapeutes ostéopathes qui peuvent éventuellement, j'en sais rien, on n'a pas de preuves, mais pourquoi pas, être des alternatives à des traitements complémentaires. Mais c'est certainement pas ça qui va permettre aux plus précaires d'accéder aux soins. C'est certainement pas ça qui va permettre d'assurer les missions de santé publique pour lesquelles on est tous en collaboration. Merci Dominique Pelka. Moi, j'avais la même interrogation que vous, monsieur. Est-ce que Christian Babuzio, qui a introduit le discours, a un mot à dire sur le sujet, sur cette tendance au regroupement dans ces centres de santé, dans ces maisons de santé, ou on en termine là, monsieur Babuzio? Donc je ne vais pas vous lasser. Je pense que ce que disait M. Pelka est très intéressant, que la question est intéressante elle-même. Je pense quand même qu'il reste encore beaucoup de travail à faire sur la collaboration entre les différentes professions. Je vois bien qu'il y a des efforts, il y a des maisons de santé, il y a tout un tas de choses qui se créent, il y a des professionnels qui collaborent. Ce n'est pas du tout la même chose qu'il y a 10 ans ou peut-être même qu'il y a 5 ans. Hein. Mais en même temps, on voit bien que parfois des maisons de santé, c'est des pseudo-maisons de santé, parce qu'il n'y a pas une réelle collaboration entre ceux qui y sont, et puis que c'est encore vraiment un tout début. Et donc, il y a une énorme aspiration d'abord des patients, ça, hein, je crois c'est incontestable, mais je crois aussi que c'est l'intérêt bien compris des professions de santé elles-mêmes. Parce qu'en réalité, je pense que quand ils travaillent ensemble, même s'ils sont comme chacun d'entre nous un peu individualistes, c'est légitime, mais en même temps le métier devient beaucoup plus intéressant quand on dégage des complémentarités dans le respect du métier de chacun. Donc je crois qu'il faut vraiment travailler et quelles que soient les possibilités d'une ARS d'inciter, et de l'État, je pense quand même que l'essentiel c'est les professionnels de santé eux-mêmes et les autres professions qui sont autour qui pourront le faire. Hein. Et je pense qu'il faut s'y engager résolument parce qu'on est quand même dans une société de l'image. Et donc finalement, beaucoup de choses dépendent de l'image, y compris des professions de santé. Et je dirais, meilleure sera leur image, plus collaboratives elles seront, bien, plus elles auront le soutien de l'opinion, ce qui est quand même toujours utile.
Merci Christian Babuzio de vos propos et de votre présence. Merci à Paul Samac, à Pascal Lambert, Dominique Pelka, Martial Fraisse, Laetitia Varvarine. Merci beaucoup pour ces échanges.